Bienvenue sur la chaîne de Vodka et Pitch. Aujourd'hui, nous allons parler de la France en faillite et de ce qui nous attend dans les prochains mois. Mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça pourra me permettre de faire des lives. Et ça, c'est vraiment cool. Nous allons donc parler de ce qui nous attend dans les prochains mois. Et comme l'a dit notre cher Michel Barnier, la France, enfin le gouvernement, n'a pas encore trouvé son centre de gravité pour l'impôt. Et oui, qui va payer? Est-ce que ceux qui vont payer, ce seront les actionnaires qui touchent trop de dividendes? Est-ce que ce seront les propriétaires de chiens et de chats et d'animaux de compagnie? Ou est-ce que ce sera les expatriés qui auront une double imposition, c'est-à-dire qu'ils seront imposés dans leur pays, plus encore en France? Eh oui, qui va payer? Moi je vais vous le dire, qui c'est qui va payer. Ceux qui vont payer, ce sont les fourmis travailleuses. Voilà, c'est eux qui vont payer. Mais voilà, ça paraît logique. Pourquoi? Pour plein de raisons différentes. C'est que, en fait, ils ne savent pas comment annoncer aux Français qu'ils vont payer, c'est tout. Parce que, voilà, c'est pas facile à dire que, bah, ceux qui vont payer, c'est ceux qui travaillent. Voilà. Mais pour plein de raisons différentes, en fait. Parce que tout ça n'a pas de sens, en fait. Si on prend l'histoire que tu as un chien, un chat, un perroquet ou une belette ou je sais pas quoi, et puis qu'on va t'imposer ton animal de compagnie, enfin, franchement, on marche sur la lune, quoi. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Ou alors, tiens, le coup de faire payer les expatriés. Non mais, les gars, moi j'ai entendu, alors déjà, le truc, c'est un imbroglio, on n'y comprend rien du tout. En fait, sur les expatriés, il faut regarder la date de l'expatriation. Est-ce que les 10 dernières années tu étais en France ou est-ce que tu étais dans un autre pays? Donc faut regarder tout. Enfin, c'est tout un calcul qui est quasiment. Enfin, ça n'a même pas de sens. C'est compliqué au possible et en plus c'est impossible à mettre en place. Et moi, je vais donner un exemple concret. Comment tu fais quand, par exemple, on pourrait parler du Vietnam parce que le Vietnam est un très bon exemple. Il a une convention de non-double imposition qui a été signée dans les traités, je sais même plus, enfin il y a des années et des années. Tu fais comment du coup? Parce que si tu as une convention de non-double imposition qui a été signée, tu peux pas être imposé dans les deux pays, c'est pas possible. Si on respecterait pas la convention du coup. Donc moi je voudrais bien qu'on m'explique, celui qui veut partir à l'étranger, il va continuer de payer des impôts en France? Mais dans quel monde on vit en fait? Les gens ils vont où ils veulent. Et puis de toute façon, moi je vais te dire un truc personnellement, si c'était rien que moi, mais je veux dire, une fois que je suis expatrié quoi. Je veux dire, la France, je veux dire, aujourd'hui tu peux avoir, mais dans n'importe quel pays, tu peux avoir la nationalité dans n'importe quel pays. Enfin, je veux dire, des gens comme nous qui sont des investisseurs, que ce soit boursiers ou des entrepreneurs. Mais je veux dire, la moitié du monde est prêt à nous accueillir en fait. La moitié du monde est prêt à nous accueillir. Mais je veux dire, la France, qu'est-ce qu'elle offre en fait à des gens comme moi en fait, à part plus d'impôts? Parce que la France a rien à offrir en fait. La France, elle a rien à nous offrir. Et le problème qu'il y a, c'est qu'ils ont une échéance, je crois que c'est au mois de début décembre quoi. Début décembre, il y a une échéance de 300 milliards et qu'ils n'ont pas les sous. Ils n'ont pas l'argent. Et voilà, il faut rembourser les investisseurs étrangers de nous avoir prêté de l'argent et ils n'ont pas l'argent. Et le problème qu'il y a à l'heure actuelle, c'est que tous les économistes en fait actuels, il y en a plein, hein, Tom Benoît, Charles Gueff, hein, des bons économistes, il y en a plein. Ils vous disent tous ce qu'il faut faire, qu'il faut justement baisser l'impôt en fait pour attirer l'investisseur étranger, les entreprises étrangères à investir en France. Il faut baisser les impôts. Mais il n'y a pas que ça comme problème. Baisser l'impôt, c'est un des problèmes qui permettrait justement de pouvoir
faire venir de nouveaux investissements en France, mais il faut aussi enlever les normes, les interdictions, les lois, européennes d'ailleurs, européennes, parce que qui nous interdit en fait aujourd'hui, que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans l'automobile, que ce soit dans tout aujourd'hui, ce sont les normes et les règles qui sont en train de nous tuer petit à petit. Moi, je vais vous donner des exemples, il y en a plein. Vous avez par exemple les normes de CO2 là dans l'automobile qui arrivent, où on nous abaisse en fait continuellement d'année en année le taux de CO2 sur les voitures pour qu'elles soient de plus en plus écologiques, pour soi-disant sauver la planète, alors que d'autres pays en ont rien à foutre, hein, mais bon bref. Mais d'année en année, donc on nous baisse ces normes-là pour pouvoir nous forcer à acheter de la voiture électrique. Alors que nous, on n'en veut pas. Moi, j'en veux pas personnellement. Voilà, je n'en veux pas. J'ai pas envie de devoir m'arrêter tous les 4 du matin pour pouvoir faire un trajet, en fait. Non, j'ai pas envie. Non, non voilà. Et tu pourras me forcer, tu pourras me dire, ah bah non, mais t'auras plus le droit de rouler là, t'auras plus le droit de faire ci, t'auras plus le droit de faire ça, bah tant pis, c'est pas grave. J'irai pas travailler, et puis c'est tout, j'irai pas en vacances, et puis c'est tout. Puis de toute façon, puis ça me saoule de trop, bah je quitterai la France, et puis c'est tout, puis voilà. En fait, pourquoi vous voulez sans arrêt continuellement nous forcer à faire des choses qu'on veut pas, en fait? Je veux dire, à quoi ça sert, en fait? Je veux dire, si les gens ne veulent pas de voiture électrique, à quoi ça sert de les forcer, puisqu'ils en veulent pas, en fait? Est-ce qu'on peut pas laisser le marché choisir ce que les gens ils ont envie d'acheter ou pas, en fait? Si le marché il est sans arrêt, on force avec des lois, des interdictions, des normes, euh, ça fonctionnera jamais. Ça fonctionnera jamais. Parce que regardez aujourd'hui, par exemple, Stellantis en bourse, ça se casse la gueule. Mais ça, c'est une entreprise qui fera faillite. Ça, c'est une entreprise qui va faire faillite. Et je vais vous dire ce qui va se passer. C'est très simple. C'est que comme en fait on lui force à mettre des normes, on lui abaisse ses normes en CO2, et bah à la fin il sera plus obligé que de vendre des voitures électriques pour rester dans les normes. Et puis à la fin, les voitures électriques ne se vendront pas, et comme elles vont pas se vendre, et bah du coup, ils vont licencier, ils seront au bord du gouffre. Et puis pendant ce temps-là, bah, l'Union européenne, qu'est-ce qu'elle fait? Bah, elle a dit qu'elle allait mettre au mois de janvier des, euh, des amendes de plusieurs millions d'euros si on ne respecte pas ces normes-là de CO2. Et puis là, ils pourront pas non plus payer les amendes parce que bah, pour pouvoir payer des amendes, c'est bien joli, mais il faut peut-être déjà avoir l'argent déjà pour commencer. Et puis c'est simple, une entreprise qui a des difficultés pour l'aider, tu lui mets des amendes. Non mais franchement, on marche sur la tête quoi. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Je veux dire, pourquoi ne pas les laisser tranquilles faire enfin, je veux dire, moi, j'arrive pas à comprendre que sans arrêt, enfin, l'Union européenne, c'est la Commission européenne qui impose des choses comme ça sans demander l'avis à qui que ce soit, sans voilà, parce qu'ils disent ah bah non mais faut sauver la planète. Mais les autres pays déjà du monde entier, il y en a plein qui les respectent pas. Donc pourquoi nous, on devrait se punir nous-mêmes pour pouvoir sauver la planète? Je veux dire, on nous avait sorti il y a 20 ans, peut-être même plus, hein, mais il y a 20 ans que New York serait sous les eaux, que Paris serait sous les eaux. Ça n'a jamais été le cas. Les Maldives existent toujours, que je sache. Il y a toujours des hôtels là-bas. Je veux dire, Paris n'est pas sous les eaux. Alors vous allez me dire, oui, mais t'as vu les tempêtes et tout ça. Oui, mais je nie pas, je ne nie pas que aujourd'hui il y a des tempêtes et tout ça. Mais je pense que ça l'a toujours été en fait. Ça a toujours été comme ça. Mais après, on pourrait aussi reparler de tous les permis de construire qui ont été délivrés dans des endroits inondables. Ça, on n'en parlera jamais. Voilà, parce que ça, il faut pas le dire. Ça, c'est pas bien. Mais en fait,
Des exemples comme ça, j'en ai mais des centaines. J'en ai des centaines. Je veux dire, l'immobilier, c'est pareil. Tu prends l'immobilier, c'est la même chose. Je veux dire, les DPE pour que les maisons soient plus écologiques, elles polluent. Les maisons, ça pollue. Donc, comme ça pollue une maison, on a mis des DPE. Donc, il faut pour pouvoir louer ou vendre ta maison, si tu es en G ou F, tu peux pas le faire. Enfin, bref. Mais toutes ces normes-là sont en train de détruire l'immobilier. On est en train de se détruire nous-mêmes. Je veux dire, quand est-ce qu'on va réaliser que pour qu'une économie fonctionne correctement, il faut la laisser tranquille, la laisser faire. Si demain tu taxes, tu imposes et tout ça, les gens n'investiront pas. Moins tu as d'impôts et de taxes, plus les gens vont faire de travaux dans leur maison, plus les gens vont investir pour pouvoir améliorer leur confort et leur habitat. Et c'est la même chose dans l'automobile. Si demain tu veux développer des voitures thermiques plus écologiques, bah, il faut qu'ils aient de l'argent pour investir. Donc si on les laissait aujourd'hui investir, enfin les laisser déjà vendre leur voiture thermique pour qu'ils puissent investir dans la recherche et pouvoir derrière faire des voitures plus écologiques. Mais si demain en fait on leur met des taxes et des amendes et des impôts, bah en fait ils vont pas investir dans la recherche. Ils vont surtout faire faillite déjà dans un premier temps, parce que c'est là où on les y emmène d'ailleurs, et puis c'est tout. Et puis c'est tout. Puis après, il y aura des millions de chômeurs, et puis on sera content en fait. C'est ça qu'on veut pour la France aujourd'hui? Est-ce que c'est ça qu'on veut pour la France? Alors que tous les économistes, vous disent non, il faut arrêter avec les normes, il faut arrêter avec les règles, il faut... Mais qui sont ces gens-là? Qui sont ces gens-là qui nous gouvernent, qui font n'importe quoi? Moi, j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vu ça de ma vie. C'est hallucinant. Hallucinant de voir des gens comme ça. C'est bon à rien. Des bons à rien, faut les virer. Ah là, ça m'a... Franchement, là, moi, je vous dis, ces gens-là, je n'en peux plus. Je ne les supporte plus. C'est des incompétents. Et les incompétents, faut qu'ils dégagent. Parce qu'ils vont tuer ce pays. Ils vont nous couler. Donc, il y a un moment donné, si t'es pas capable de comprendre que pour qu'un pays fonctionne correctement, il faut baisser l'impôt pour faire venir l'investissement, bah, tu n'as rien à foutre dans un gouvernement. Tu n'y connais rien en économie. Donc, qu'est-ce que tu fous là? T'es là juste pour gratter. T'es là juste pour l'argent. Moi, j'ai jamais vu ça. Je vous dis, on marche sur la tête. Et ces gens-là, moi, voilà. Quand tu vois, par exemple, on a l'exemple. Sandrine Rousseau, là, hier ou avant-hier, là, qui fait un doigt d'honneur au RN à l'Assemblée Générale. Donc, attends. On te paye un salaire. Hein, t'es député, là, ou voilà, on te paye un salaire. T'es là pour travailler, pour trouver des solutions, parce qu'on a 3200 milliards de dettes. Hein. On a une échéance au mois de décembre d'au moins 200 milliards, mais je pense qu'on est plus sur les 300 milliards, et ça va être annuel, hein. Ça va être tous les ans, ça. Hein. Et toi, tu fais des doigts d'honneur à l'Assemblée Générale. Mais franchement, mais vous supportez encore ces gens-là? Et ça vous dérange pas, vous, de voter pour des gens comme ça? Parce que, moi, je vais vous dire un truc, hein. Si demain, la planète, comme on annonçait, que écologiquement, parce qu'elle est partie écologie, je crois, Sandrine Rousseau, si je dis pas de conneries, mais si demain, on était tous les pieds dans l'eau, qu'il y avait des tempêtes et qu'on va tous mourir, la planète, elle sera encore là. La planète, on sera plus là, nous, mais la planète, elle sera encore là. Alors, leur écologie, là, qui va soi-disant tous nous sauver, avec des éoliennes qu'on peut pas recycler, enfin voilà, quoi. Je veux dire, il y a un moment donné... demain, plus on va investir dans tous les domaines, hein, que ce soit dans le nucléaire, que ce soit dans tout, on va investir, plus on arrivera à faire de l'écologie. Ça, c'est la vraie écologie. Si demain vous vouliez... Moi, je voyais des articles aujourd'hui, par exemple, dans le nucléaire, parce que tout le monde dit le nucléaire, c'est pas bien, machin, tout ça. Mais je vois aujourd'hui, il y a des entreprises qui travaillent, ou des startups, enfin bref, voilà, qui travaillent
sur des systèmes laser, en fait, pour pouvoir, en fait, sur le déchet nucléaire, en fait, en mettant un rayon laser sur le déchet nucléaire pour pouvoir réduire sa radioactivité. Je veux dire, mais si on finançait ces entreprises-là aujourd'hui, on pourrait un jour pouvoir avoir des déchets qui durent moins longtemps, qu'on ne garde pas 10 000 ans, qu'on est obligé d'enterrer sous terre avec des milliers de cubes de béton, et j'en parle, c'est des meilleurs dans des cuves, enfin, et puis voilà. Mais je veux dire, on pourrait demain réduire la radioactivité parce qu'on financerait dans la recherche avec de l'investissement. Mais est-ce que les normes et les règles qu'on va mettre sur des impôts, comme là aujourd'hui on veut taxer les énergéticiens comme EDF ou que sais-je encore, en mettant des impôts supplémentaires, c'est ça qui va les aider à faire de la recherche dans le nucléaire? C'est ça qui va les aider? Non mais franchement. Hein, et c'est pareil pour le dividende. Nous, on investit dans des entreprises comme EDF, comme Engie, je crois que ça s'appelle, enfin bref. Mais enfin voilà, dans plein d'entreprises, dans l'électricité, vous avez plein d'entreprises, dans divers domaines, voilà, c'est les investisseurs comme moi qui investissent en bourse, qui vont aller sur des entreprises fiables, par exemple comme Renault. Tu vois, par exemple, moi personnellement, j'aurais plus envie d'aller chez Renault en ce moment qu'aller chez Stellantis. Voilà, parce que Stellantis, hein, l'autre jour, ils avaient dit que ils voulaient pas s'allier avec les Chinois pour faire des voitures électriques. Ah ouais. Ah ouais. Parce que qu'est-ce qu'ils ont, les Chinois, ils ne plaisent pas? Ils ne plaisent pas les Chinois en fait. Hein, je veux dire, alors que Renault a dit que eux voulaient bien aller faire du business avec les Chinois sur la voiture électrique. Mais Stellantis, lui non, parce que voilà, le Chinois, il a un problème avec eux apparemment. Mais voilà, mais en fait, je veux dire aujourd'hui, enfin, je veux dire, moi, quand j'écoute le patron de Renault, j'entends un mec intelligent. J'entends un mec intelligent qui te dit, on a des problèmes pour vendre nos voitures électriques. Peut-être que les Chinois, qui sont quand même les meilleurs aujourd'hui sur la voiture électrique, peuvent nous y aider. Ils ont peut-être les solutions à nos problèmes. Tu vois, ça, c'est un mec qui se dit, j'ai pas le choix parce qu'on va me mettre des amendes au mois de janvier pour les normes de CO2 sur les voitures électriques. Il faut que je trouve une solution. Donc lui, sa solution, c'est de travailler avec les Chinois. Ça, c'est un mec qui réfléchit, enfin, qui essaye de trouver des solutions à des problèmes. Mais Stellantis, non, continue nous de vendre des moteurs PureTech qui valent rien. Non, puis bon, le problème de notre gouvernement, c'est qu'on voit bien, c'est que, par exemple, vous voyez, on va encore envoyer 100 millions d'euros là dans je sais plus quel pays, enfin bref. Je veux dire, on a 3200 milliards de dettes, une des échéances au mois de décembre. On n'a toujours pas trouvé la solution pour pouvoir trouver de l'argent. On n'a pas trouvé. On n'a pas envie. Surtout pas envie de laisser notre place à des économistes. Mais par contre, on envoie des sous dans d'autres pays, quoi. Donc, je veux dire, à un moment donné, tu as des problèmes d'argent, mais tu te permets de dépenser de l'argent, enfin de l'argent public, hein. C'est de l'argent public hein, que tu vas dépenser pour envoyer dans les pays étrangers. Enfin voilà, il y a un moment donné, ce qui serait bien, c'est qu'on s'intéresse aux Français. Voilà, aux problèmes des Français, aux problèmes de la France. Enfin, ça devient n'importe quoi, quoi. On est dirigé par des incompétents, voilà quoi. J'ai même plus les mots aujourd'hui pour ces gens-là parce que pour moi ils servent à rien. Ils devraient même pas, ils devraient même pas gouverner le pays. De toute façon, ils ont jamais été bons à rien. Et puis de toute façon, voilà. Je sais même plus. J'avais vu aussi dans une vidéo. Ah oui, c'était. Et c'est pareil, il y avait le patron de Ariane, vous savez, les fusées là qu'on envoie en orbite là, qui est en train de se faire bouffer par Tesla, enfin par SpaceX. C'est Elon Musk qui est le patron de SpaceX et de Tesla.
qui est en train de bouffer en fait tout le marché grâce à ces fusées. Vous avez vu ces fusées, comment quand elles redescendent, elles se reposent toutes seules là, enfin, le moteur revient sur sa plateforme, enfin c'est extraordinaire quoi. Et puis t'as le patron de Ariane qui est là, qui dit oh, on pourra jamais faire ça, ça sert à rien, de toute façon, ils nous ont volé le marché, enfin en gros c'est ça quoi, enfin, voilà. Mais bon, le mec, c'est un parachuté qui a fait l'ENA, qui est, je crois que c'est de la famille à Cazeneuve, enfin bref, voilà, ces mecs-là, ils sont parachutés à une place pour devenir PDG d'une boîte, et puis voilà, après, une fois qu'ils ont le salaire qui tombe tous les mois, et puis c'est tout, quoi. On cherche pas à faire, on cherche pas à faire mieux, on cherche pas à s'améliorer, voilà ce qu'on a aujourd'hui. Parce que c'est simple, hein, les dirigeants aujourd'hui qui nous gouvernent, hein, une fois qu'ils seront plus ministres ou députés, que sais-je encore, et ben, ils seront parachutés dans une boîte comme ça, et puis ils font rien. Voilà, ils sont bons à rien, donc voilà, c'est comme ça. Est-ce qu'une fois ils ont fait quelque chose d'extraordinaire, je suis même pas sûr. Enfin bref. Donc là, je vous ai mis mon petit compte Interactive Broker pour que vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Mais avant tout, sachez une chose qui est très importante, c'est que on achète la rumeur et on vend quoi? On vend la nouvelle. Et ça, c'est le plus important. Mais ouais, alors c'est le principe qu'on dit en bourse souvent, on dit ça. On achète la rumeur et on vend la nouvelle. Et ouais, donc voilà, ça c'est mon compte Interactive Broker. Je suis en train de faire donc Je suis en train de faire de l'achat d'ETF en ce moment, et comme je vous ai dit l'autre jour, moi je donne pas de conseils financiers en bourse, hein. C'est uniquement mon opinion, donc je peux conseiller un investissement ni quoi que ce soit. Je suis pas non plus, je suis pas sponsorisé par Interactive Broker. Hein. J'avais envie d'ouvrir un compte Interactive Broker parce que je trouvais que c'était un bon broker. Les frais sont pas chers, enfin tu as deux choix, tu peux choisir soit 1 euro par transaction ou 0,35, enfin, c'est plutôt facile. Mais ce que je voulais vous montrer sur le compte Interactive Broker, on rentrera plus en détail là, sûrement dans une autre vidéo parce que j'aurai pas le temps de tout faire aujourd'hui. Mais je rentrerai plus dans le détail des ETF et tout ça. Mais franchement, si vous n'avez pas de compte Interactive Broker, au moins ouvrez-en un, quoi. Cher, ça coûte pas d'argent. Voilà, hein, je vais dire, au moins si un jour vous avez envie d'acheter une action, bah, au moins comme ça vous avez votre compte Interactive Broker, donc vous pouvez acheter des actions quand vous voulez, quoi. D'ailleurs, je crois que si t'es parrainé déjà, tu peux avoir des actions, enfin ils te donnent des actions, tout ça, après tu achètes pire une petite connerie de TF ou une action à pas cher comme ça pour garder ton compte, je sais pas comment ça marche à ce niveau-là, mais je veux dire, t'es pas obligé d'acheter des actions, hein, tu peux très bien avoir ton compte, le garder, puis le jour où t'as envie d'investir, bah t'investis, mais je trouve que c'est important d'avoir un compte comme ça, déjà ça vous protège vous, parce que moi je vois j'ai beaucoup de gens, je discute, hein, que ce soit au travail ou ailleurs, hein, mais les gens ils disent ouais mais ça sert à rien, de toute façon ouvrir un compte à l'étranger, enfin à l'étranger c'est un compte titre à l'étranger, ça c'est les brokers à l'étranger, et là ça sert à rien de toute façon, ça, autant, il y en a ils vont dire autant retirer tout l'argent que j'ai à la banque, je le garde en espèces chez moi, ou j'entends, enfin je veux dire mais vous, vous vous trompez complètement en fait. Vous vous trompez, mais alors, mais d'une force que vous imaginez pas. Je vais vous dire aussi pourquoi vous vous trompez en fait. Vous vous trompez parce que c'est simple. Si demain la France s'écroule, elle fait faillite, voilà, une catastrophe. Il arrive une catastrophe. Mais même s'il n'y a pas cette catastrophe-là en fait, il peut arriver tellement de choses parce que le gouvernement il est tellement incompétent aujourd'hui dans tous les domaines. Il suffirait, je sais pas moi ils n'arrêtent pas de baisser les taux par exemple. Vous voyez, ça c'est quelque chose moi qui me fait très peur. C'est la baisse continuellement des taux d'intérêt par la BCE, la Banque Centrale Européenne. Il suffirait
qu'à force de baisser ces taux, que la monnaie, vous voyez bien que l'euro, il baisse à chaque fois qu'il baisse les taux, l'euro il baisse, tu vois. Il suffirait que l'euro se dévalue d'un seul coup, mais c'est déjà arrivé hein, dans l'histoire. Faudrait regarder dans le passé, mais c'est déjà arrivé. Mais il suffirait que la monnaie se dévalue et que 1 euro ne vaut plus 1 dollar, je crois, enfin on va dire à peu près, que un jour 1 euro, je vais dire une connerie, ça vaut 5 centimes, et vous faites quoi là? Là, vous faites quoi? C'est-à-dire que tout l'argent que vous avez en espèces chez vous, ou tout ce que vous avez à votre banque, ça vaut plus que chi. Ça vaut plus que chi. Ah, tu vas me dire, oui, mais sur un compte à l'étranger, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que je vais prendre un exemple concret. Tu achètes, je sais pas moi, je vais prendre une action au hasard, on va dire, allez, tiens, Air Liquide. J'en ai pas de Air Liquide, mais je prends au hasard du Air Liquide. Tu as investi dans cette action. Donc déjà, l'argent que tu avais sur ton compte titre de bourse, tu as acheté des actions. Donc cet argent-là, ces euros-là, se sont transformés en actions. Ah, il y a une valeur de l'action, certes, mais cette valeur-là, elle peut monter comme baisser. En fait, quelque part, c'est un peu comme si tu avais acheté directement du gaz, par exemple, tu vois. Parce que alors, bien sûr, c'est pas sur le cours du gaz, c'est sur le cours, sur la valeur de l'entreprise, on va dire, sur la valeur que du cours de bourse, de ce que les gens en fait apprécient ou pas, on va dire, cette entreprise. Donc, elle a pris plus ou moins de valeur par rapport à ça. Mais on va dire que quelque part, ton argent, en fait, même si demain la bourse s'effondre, tu as perdu, je sais pas moi, 30% de sa valeur, mais tu peux la conserver. Je vais dire une connerie, tu peux peut-être la conserver, il y a une crise, paf, la bourse perd 30%, bah au lieu de vendre tout de suite parce qu'il y a une crise, tu dis bah non, je vais la garder encore 10 ans de plus, j'en sais rien, et puis ça se trouve, dans 10 ans, bah, ça va remonter, et tu n'auras rien perdu. Tu n'auras rien perdu, tu vois. Tu n'auras pas subi, en fait, la dévaluation de la monnaie. En fait, ton argent, il est protégé parce que tu es dans la valeur de l'entreprise. Et tu n'es plus dans la valeur de l'argent. Vous voyez cette différence-là? Et moi, ça me semble énorme, en fait. Puis en plus de ça, bien sûr, c'est des courtiers qui sont dans des banques à l'étranger. Donc tu as encore cette protection supplémentaire, en fait, de ton argent. Donc je vous dis, réfléchissez énormément à ça. Parce que c'est bien joli de dire j'ai gardé les sous en espèces chez moi ou sur mon livret à haute, mais si demain ils viennent chercher l'argent sur vos comptes pour rembourser la dette, ou si demain la monnaie se dévalue et que ça vaut plus un pécos, mais vous avez plus rien en fait. Vous avez plus rien. Et honnêtement, ouvrir un compte Interactive Broker, ou enfin voilà quoi, ça coûte rien, ça coûte pas d'argent. Qu'est-ce que ça vous coûte d'ouvrir un compte et de le garder? Même si, voilà, mais au moins, si un jour il y a un souci autre, bah, vous pouvez dire, ah bah, tac, je vais transférer des sous, je vais m'acheter quelques ETF ou que sais-je, voilà. Voilà. Même si la bourse s'effondre, ça peut faire une opportunité aussi, hein, donc bon, faut y réfléchir. Voilà. Donc oui, ce que je voulais vous montrer, donc sur mon compte Interactive Broker, voilà, ça, vous voyez, là, ça c'est mes actions. Enfin, les ETF, voilà, tac. Donc là, en fait, je suis sur mon portefeuille, là, puis après, là, vous avez performance et rapport. Là. Vous cliquez sur portfolio analyste, tac. Voilà, là, vous arrivez en fait sur les performances de votre compte boursier. Donc là, vous descendez en bas, voilà. Et là, vous avez donc projection du revenu. Et là, en fait, là, dans le bleu un peu plus clair, là, toutes ces barres, c'est mois par mois. Donc là, c'est janvier. Donc là, vous pouvez voir en fait vos performances en dividendes qui sont versées mensuellement. Donc là, on va commencer par le début. Donc là, vous avez novembre, bon, là, 16,80 €. Là, vous avez décembre, 261,45 €. Après, 34 € en janvier, 137 en février. Mars 113, 115 en avril, 103 en mai, 423 en juin,
juillet 115 €, 316 au mois d'août, 312 au mois de septembre et 67 € au mois d'octobre. Et donc là, en fait, vous voyez, c'est écrit à chaque fois ETF. Et là, le bleu un peu plus foncé, c'est les actions. C'est dividendes en actions. Donc là, en fait, tous les mois, en fait, mensuellement, vous pouvez voir les dividendes qui vous tombent, en fait, chaque mois. Et après, c'est à vous de compléter. Par exemple, quand vous voyez que les barres, comme là, janvier, 34 € ou autre, c'est à vous d'acheter des ETF distribuants qui seront plus versés, par exemple, là, en janvier, pour compléter les mois qui sont faibles. Pour essayer d'atteindre, pourquoi pas, 1000 € par mois en dividende. Ça, c'est mon objectif que je n'ai pas encore atteint. Mais j'y travaille. Donc là, voilà, vous voyez en fait vos performances mensuelles de vos ETF. Et ça, c'est plutôt cool en fait. Donc c'est ça que je voulais vous montrer. Voilà pour aujourd'hui. On verra tout ça plus en détail au niveau des ETF dans une autre vidéo. J'expliquerai un peu plus tout ça. En tout cas, n'hésitez pas à poster dans le commentaire, à me dire votre opinion, si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Voilà, ça va voir si je suis un extraterrestre ou pas. Mais voilà. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Comme ça, je pourrai faire des lives et ce sera plus sympathique. Je pourrai peut-être répondre à vos questions et ce sera mieux. Donc voilà. Je vous souhaite un bon week-end et puis à bientôt. Topette!